la matinée du 16 décembre 1989, un juge de la Cour d'appel fédérale nommé Robert Vance, habitant à Outremont, un quartier prestigieux de Montréal, trouva un colis déposé sur le porche de sa maison. Étant donné la période des fêtes, recevoir un cadeau n'avait rien d'étonnant, et le juge Vance ne se méfia pas en le ramassant et en le rapportant à l'intérieur. Une fois chez lui, ne trouvant rien de suspect à propos du paquet, il entreprit de l'ouvrir pour découvrir son contenu. À l'intérieur de la boîte en carton se trouvait un plus petit paquet brun. Lorsque le juge Vance déchira ce dernier emballage, une explosion violente retentit dans sa maison, le tuant sur le coup et blessant grièvement son épouse. L'attentat déclencha un véritable raz-de-marée médiatique et la police locale se précipita pour commencer une enquête qui s'annonçait longue et très médiatisée. Cependant, alors que l'enquête débutait à peine, un autre attentat à la bombe envoya un avocat de Québec, nommé Robert Dupuis, à l'hôpital. Peu après, 2 nouvelles alertes à la bombe furent signalées, l'une interceptée lors de son transport vers le palais de justice fédéral de Montréal et l'autre retrouvée avant de parvenir au bureau montréalais d'une organisation de défense des droits civiques semblable à la NAACP. Grâce à l'intervention rapide et courageuse des démineurs, de nouvelles effusions de sang furent évitées dans les 2 cas. Cependant, ces diffusions réussies n'apaisèrent guère l'inquiétude du grand public, qui redoutait que d'autres colis piégés n'aient été envoyés. Mais qui pouvait bien être assez cruel pour expédier des bombes par la poste pendant les fêtes de fin d'année? Des agents de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, collectèrent les débris des bombes et des colis pour les envoyer dans divers laboratoires d'analyse. En parallèle, des inspecteurs postaux traquèrent le parcours des colis dans le système postal, permettant à la GRC d'établir une longue liste de suspects potentiels. Alors que les agents fédéraux passaient en revue cette liste, un expert en explosifs de la police provinciale de Québec examina l'une des bombes désamorcées. Il remarqua quelque chose de familier dans sa conception. Lorsqu'il fit son rapport à son supérieur, il expliqua non seulement reconnaître le design de la bombe, mais aussi se souvenir du nom de l'homme qui fabriquait ce type d'engin, Walter Leroy Moody. Avec ce suspect principal identifié, la GRC mit en place une surveillance de Walter Moody chez lui et ailleurs. À un moment donné, son arrestation pour une courte peine de prison permit aux enquêteurs de l'observer de plus près. Pendant son incarcération, les agents remarquèrent que Walter avait l'habitude de parler tout seul. Ils décidèrent donc de poser des micros dans son domicile, espérant qu'il pourrait s'incriminer en parlant des attentats. Au cours de l'année suivante, cette surveillance extensive révéla les motifs de Walter Moody. La GRC découvrit qu'il avait une longue histoire d'expérimentation avec des explosifs et qu'il avait été condamné dans les années 70 pour fabrication de bombes. Lors d'un précédent incident, il avait construit une bombe dans son garage, qui avait accidentellement explosé et gravement blessé son épouse. Les psychologues conclurent que cette condamnation et ses appels judiciaires infructueux avaient nourri une rancune profonde envers le système judiciaire. Ainsi, il n'était pas surprenant que l'une des premières victimes de Moody ait été Robert Vance, le juge impliqué dans ces appels rejetés. De plus, un agent de surveillance avait noté que Moody exprimait fréquemment des opinions racistes, ce qui expliquait l'envoi d'une bombe à une organisation de défense des droits civiques. Il fallut un peu plus d'1 an pour réunir suffisamment de preuves permettant une inculpation. À l'été 1991, Walter Moody fut jugé pour les attentats. Le procès fut particulièrement éprouvant, tant pour les familles des victimes que pour les enquêteurs. Moody, d'une intelligence froide et calculatrice, avait pris soin de cacher ses liens avec les attentats. Cependant, le 28 juin 1991, grâce au travail acharné de nombreuses agences policières, le jury déclara Walter Moody coupable de plus de 70 chefs d'accusation, y compris pour meurtre et tentative de meurtre. En 2018, après avoir épuisé tous ses appels, Walter Moody fut finalement exécuté. Pour son dernier repas, il demanda un sandwich au smoked meat, un cola Dr Pepper et des chocolats. Cela marqua la fin d'un homme brutal et vindicatif qui avait abusé de la confiance des Canadiens envers leur système postal pour envoyer la mort à ceux qu'il jugeait responsables de ses échecs.
Peu avant 11 heures du matin, dans la ville de Québec, le 28 septembre 1953, une religieuse travaillant dans une école pour jeunes enfants fut abordée à l'entrée par une femme prétendant être la tante d'un garçon, nommé Bobby Greenlees. Bobby, âgé de 6 ans, était le fils de Robert Greenlees Sr., un riche homme d'affaires résidant dans le quartier aisé de Sillery, une banlieue huppée de Québec. La femme, visiblement bouleversée, expliqua à la religieuse que la mère de Bobby avait été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir subi une crise cardiaque. La religieuse rapporta plus tard que, lorsqu'elle alla chercher Bobby, celui-ci se dirigea directement vers la femme sans hésiter, ce qui ne laissait aucun doute quant à son lien familial avec l'enfant. La femme prit alors Bobby par la main et l'emmena vers un taxi qui attendait à proximité. Environ une demi-heure plus tard, une autre religieuse téléphona à la famille Greenlees pour leur présenter ses condoléances. La voix à l'autre bout du fil parut étonnée. Madame Greenlees n'avait pas subi de crise cardiaque et il était impossible que la tante de Bobby soit venue le chercher à l'école. La panique s'installa lorsque les deux parties comprirent que Bobby avait été enlevé. Après que le chef de la police de Québec implora le gouverneur d'apporter toute l'aide possible, la Gendarmerie royale du Canada fut appelée à enquêter. L'un des premiers témoins interrogés fut un chauffeur de taxi nommé Pierre Deschamps. Il expliqua qu'au matin de l'enlèvement, une femme correspondant à la description de la kidnappeuse de Bobby était montée dans son taxi et lui avait demandé de la conduire à une pharmacie de la rue Saint-Jean à Québec. Après avoir attendu environ 6 minutes, il vit la femme revenir accompagnée d'un petit garçon ressemblant étrangement au jeune Bobby. Quelques heures après l'enlèvement, les Greenlees reçurent une première lettre de rançon exigeant 600 000 $ en échange de la libération de l'enfant. La lettre stipulait également que, si l'argent était remis dans les 24 heures sans intervention policière, Bobby serait rendu sain et sauf. Une seconde lettre de rançon arriva le lendemain et contenait la médaille de Jérusalem de Bobby, prouvant que les ravisseurs étaient sérieux. La lettre assurait que Bobby était nostalgique de sa maison mais en bonne santé et réitérait les exigences des ravisseurs. La dernière communication entre les Greenlees et les ravisseurs fut un appel téléphonique reçu après la remise de l'argent liquide, vers 1 heure du matin, le 5 octobre. Les ravisseurs confirmèrent qu'ils avaient bien reçu les 600 000 $ en espèces et promirent que Bobby serait rendu à sa famille dans les 24 heures suivantes. Cependant, les ravisseurs avaient déjà tué Bobby peu après l'enlèvement et enterré son corps à Trois-Rivières avant de s'enfuir à Montréal avec l'argent. Une semaine plus tard, la police de Montréal reçut un appel d'un chauffeur de taxi nommé Jean-Olivier Agar, qui travaillait pour une compagnie locale. Jean informa les autorités qu'une femme correspondant à la description de la ravisseuse avait été aperçue sur la rue Ontario, à Montréal, et il donna une description de son compagnon. Ces informations menèrent rapidement à l'arrestation d'un homme nommé Charles Hall, le 6 octobre 1953. Ce soir-là, sous forte pression de la police et de la Gendarmerie royale, Charles Hall conduisit les enquêteurs à un appartement de la rue Ontario où sa compagne, Bonnie Hébert, fut arrêtée. Interrogés séparément, Hall et Hébert avouèrent avoir kidnappé Bobby. Ils insistèrent au départ pour dire que la quasi-totalité des 600 000 $ de rançon était toujours en leur possession. Hall admit avoir planifié l'enlèvement et enterré le corps de Bobby dans le jardin de la maison de Bonnie, mais nia d'abord avoir tué l'enfant. Hébert accusa un homme nommé Marc Tremblay d'avoir commis le meurtre, affirmant que Bobby était encore vivant lorsqu'il l'avait confié à ce prétendu complice. Cependant, lorsque les enquêteurs confrontèrent Hall aux nombreuses incohérences dans son récit, il avoua avoir inventé le personnage de Tremblay. Il déclara finalement que Bonnie et lui étaient les seuls responsables de la mort de Bobby. Hall décrivit comment ils avaient conduit Bobby à Lévis, l'avaient forcé à sortir de la voiture avant de lui tirer une balle dans la tête, puis ramener son corps à Trois-Rivières pour l'enterrer dans le jardin de Bonnie et planter des fleurs sur la tombe. Bonnie Hébert avoua avoir participé à la rédaction des lettres de rançon et à la mise en scène destinée à convaincre l'école de remettre Bobby en invoquant la maladie de sa mère. Peu avant 9 heures du matin, le 7 octobre, le corps en décomposition de Bobby fut retrouvé par les enquêteurs, enterré près du porche de la résidence de Bonnie à Trois-Rivières. Le corps,
enveloppé dans une grande bâche en plastique, avait été recouvert d'une importante quantité de chaux vive. Les agents trouvèrent également des douilles de revolver de calibre 38 et une analyse balistique confirma qu'elles provenaient d'un revolver de calibre 38 retrouvé sur Hall lors de son arrestation. Le 30 octobre 1953, Charles Hall et Bonnie Hébert comparurent devant un juge fédéral à Québec. Tous deux plaidèrent coupables du meurtre de Bobby, âgé de 6 ans. Après avoir entendu les preuves pendant un peu plus d'1 heure, le juge fédéral recommanda la peine de mort et les condamna à être exécutés le 18 décembre 1953. Le verdict est en adéquation avec les preuves, déclara le juge. C'est le meurtre le plus froid et le plus brutal que j'ai jamais jugé. Charles Hall et Bonnie Hébert furent exécutés ensemble dans la chambre à gaz de la prison de Québec le 18 décembre 1953. Hall fut officiellement déclaré mort à minuit 12 et Bonnie 12 secondes plus tard. Certaines personnes estiment que très peu de crimes méritent réellement la peine de mort et que ceux qui tuent devraient souvent vivre avec leur culpabilité. Pourtant, pour ceux qui enlèvent un enfant de 6 ans, réclament une rançon et le tuent malgré tout, certains diraient que la chambre à gaz est une méthode d'exécution bien trop clémente pour des individus capables d'une cruauté aussi inhumaine. Au début des années 90, l'avocat québécois Thomas Capano semblait mener une vie que beaucoup envieraient. Ancien procureur prospère et influent avec des connexions politiques de haut rang, il dirigeait également une entreprise de construction de maisons qui lui rapportait des profits conséquents pendant son temps libre. Il avait une grande famille aimante composée de son épouse et de ses 4 filles. Cependant, en 1993, son mariage commença à se dégrader sérieusement. C'est à cette période difficile qu'il fit la rencontre d'Anne-Marie Fahey, une jeune femme célibataire travaillant comme secrétaire pour la gestion d'agenda au sein du Parlement canadien. Thomas Capano fit sa connaissance après avoir rencontré un député influent. Peu de temps après leur rencontre, ils commencèrent une relation amoureuse. Bien qu'ils tentèrent de cacher leur liaison, celle-ci devint de plus en plus connue parmi leurs amis et collègues. Pendant 3 ans, Anne-Marie sembla être la maîtresse principale de Capano, bien qu'il semble qu'il entretenait d'autres relations extra-conjugales. Au début, Capano se montrait doux et attentionné avec Fahey, mais au fil du temps, il devint de plus en plus possessif, oppressant et jaloux. Lorsqu'Anne-Marie tenta de mettre fin à leur relation, il refusa de l'accepter et la menaça de ruiner sa carrière politique si elle osait le quitter. Pour éviter une confrontation, Anne-Marie commença à fréquenter d'autres hommes en secret et redoubla d'efforts pour cacher ses nouvelles relations à Capano. La dernière fois qu'on les vit ensemble fut le 27 juin 1996, lorsqu'ils dînèrent pour discuter une nouvelle fois de leur relation. Après cette soirée, Anne-Marie Fahey sembla disparaître sans laisser de traces. 2 jours plus tard, inquiète pour leur fille, la famille Fahey signala sa disparition à la police. Après le dépôt du rapport de disparition, un agent du bureau montréalais de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, entendit parler de l'affaire et proposa son aide aux autorités locales. Alors que l'enquête progressait, plusieurs agences décidèrent de confier la direction de l'affaire à la GRC en raison de ses vastes ressources et de ses techniques avancées. Lorsque les enquêteurs apprirent la liaison entre Fahey et Capano, ils firent de lui leur principal suspect. Interrogé par la police, Thomas Capano déclara qu'il avait invité Anne-Marie à dîner à Montréal pour résoudre leurs différends. Il prétendit que la soirée s'était bien déroulée, qu'ils étaient parvenus à un accord amiable après quelques heures de discussion et qu'il l'avait ensuite raccompagnée chez elle avant qu'ils ne se séparent en bons termes. Les enquêteurs étaient convaincus que Capano mentait, mais ils durent user de techniques créatives pour découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Cela inclut des surveillances, l'analyse des relevés téléphoniques, la saisie des courriels du cabinet juridique de Capano et du bureau d'Anne-Marie, l'examen des registres d'achat d'armes à feu, une fouille minutieuse de 2 décharges et l'analyse de leurs comptes financiers. Finalement, en fouillant l'appartement d'Anne-Marie Fahey, les enquêteurs firent une découverte majeure. Ils trouvèrent plusieurs lettres manuscrites de Capano adressées à Fahey, dont certaines au ton menaçant. Ils découvrirent également le journal intime d'Anne-Marie,
qui contenait de nombreuses entrées décrivant Capano comme un homme manipulateur, jaloux et violent. Les agents de la GRC fouillèrent ensuite la maison et le véhicule de Capano, à la recherche de traces de sang ou de cheveux d'Anne-Marie, et découvrirent des taches de sang sur une plaque métallique et des boiseries. Grâce aux analyses ADN, le sang fut confirmé comme étant celui de Fahey, notamment en le comparant à un échantillon qu'elle avait donné à un centre de don de sang quelques semaines auparavant. L'affaire prit une tournure inattendue à la fin de 1997, lorsque Jerry, le frère de Thomas Capano, fut arrêté pour possession d'armes et de drogue. En échange d'une réduction de peine, Jerry avoua avoir aidé son frère à se débarrasser des preuves incriminantes après qu'il eut tué Anne-Marie. Selon Jerry, Thomas avait forcé le corps d'Anne-Marie dans une grande glacière de pêche qu'il avait achetée 2 mois auparavant. Le 28 juin, les 2 frères naviguèrent sur le fleuve Saint-Laurent avec le bateau de Jerry. Ils parcoururent environ 110 km avant de jeter la glacière dans l'eau. La glacière ne coula pas, alors Jerry tira plusieurs coups de fusil pour la percer, mais elle resta à flot. Thomas finit par retirer le corps de la glacière, l'attacha à 2 ancres et le jeta à l'eau, où il disparut sous les flots. Quelques semaines plus tard, des pêcheurs retrouvèrent la glacière, réparèrent les trous et l'utilisèrent pour stocker leurs poissons. Lorsque cette histoire fit les gros titres, l'un des pêcheurs contacta la GRC et la glacière devint une preuve essentielle, confirmant le témoignage de Jerry. Le 12 novembre 1997, Thomas Capano fut arrêté alors qu'il planifiait de fuir le pays. Pendant son procès en 1998, une ancienne amante de Capano témoigna qu'il lui avait demandé d'acheter un pistolet avec sa carte de crédit et lui avait promis de lui racheter à un prix doublé. Face aux nombreuses preuves, Capano changea complètement sa version. Il prétendit que son amante avait surpris Anne-Marie et lui en plein ébat, et bouleversé, avait menacé de se suicider avec le pistolet. Selon lui, le coup de feu qui tua Fahey était accidentel, survenu alors qu'il tentait de la désarmer. Ce récit, bien que dramatique, ne convainquit pas le jury, qui déclara Thomas Capano coupable du meurtre d'Anne-Marie Fahey le 17 janvier 1999. Initialement condamné à la peine de mort, sa sentence fut commuée en prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle après un long processus d'appel. Ironiquement, Thomas Capano mit fin à ses propres jours en 2011, lorsqu'il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Malgré des tentatives de réanimation, il fut déclaré mort sur place. Le corps d'Anne-Marie Fahey ne fut jamais retrouvé, mais il repose probablement au fond du fleuve Saint-Laurent, non loin de la côte québécoise. Elle n'a peut-être pas eu droit à des funérailles dignes, mais la justice a prévalu, car l'homme qui lui a ôté la vie fut consumé par la douleur, les remords et la solitude, au point de ne plus pouvoir supporter son existence. Le 1er novembre 1955, le vol 629 d'Air France a décollé de l'aéroport Stapleton à Denver, dans l'État du Colorado, à 19h52. Destiné à rejoindre Portland, en Oregon, ce vol tragique n'atteindra jamais sa destination. Seulement 11 minutes après le décollage, les 39 passagers et les 5 membres d'équipage périrent instantanément lorsque l'avion s'écrasa dans un champ de betteraves près de Longmont, dans le Colorado. Alors que la nouvelle de cette tragédie se répandait rapidement à travers tout le pays, le FBI s'est immédiatement porté volontaire pour enquêter sur l'accident. Le lendemain, alors que les corps des victimes étaient encore en cours d'identification, un scientifique du FBI fut envoyé sur les lieux pour analyser les débris. Il découvrit que la queue de l'avion avait été nettement sectionnée du reste de l'appareil, comme si elle avait été découpée au couteau, et qu'elle était tombée avec relativement peu de dommages à environ 2,5 km du site principal de l'accident. L'enquêteur exclut la possibilité d'une explosion due à une panne technique, affirmant que l'appareil semblait être en parfait état de fonctionnement lorsqu'il avait décollé pour son dernier vol. Moins d'une semaine après l'accident, le chef des enquêtes du Bureau de l'aéronautique civile déclara officiellement qu'il y avait des signes de sabotage et invita le FBI à ouvrir une enquête criminelle pour élucider les 44 meurtres survenus ce jour-là. Dès le lendemain, une douzaine d'agents du FBI furent affectés à l'enquête. Pendant les semaines suivantes, 4 équipes d'enquêteurs interrogèrent une vingtaine de témoins,
dans l'espoir de recueillir des témoignages sur l'explosion. Ces derniers rapportèrent que la première explosion puissante et soudaine s'était produite alors que l'avion volait normalement, projetant des traînées de flammes vers le sol. Une seconde explosion, probablement due à l'embrasement des réservoirs de carburant, s'était produite lorsque la cabine avant et les moteurs avaient percuté le sol. Les scientifiques ordonnèrent à l'équipe d'enquête de récupérer autant de morceaux de débris que possible. Peu à peu, les fragments furent reconstitués comme un immense puzzle, dans un entrepôt situé à proximité. Cette reconstitution servait deux objectifs: déterminer avec précision l'endroit exact de l'explosion et isoler tout élément étranger pouvant indiquer l'utilisation d'un engin explosif. Avant même que l'avion ne soit entièrement reconstitué, les enquêteurs identifièrent le point de départ de l'explosion, la soute numéro 4, où se trouvait un bagage chargé à l'aéroport de Denver. L'analyse des débris révéla 5 petits fragments de tôle, impossibles à associer aux pièces de l'avion ou à son contenu. Ces fragments, recouverts d'une suie grise typique d'une explosion, incluaient un élément provenant d'une batterie 6 volts, le type utilisé pour alimenter un détonateur à distance. Les enquêteurs conclurent que la destruction du vol 629 n'était pas un accident tragique, mais un acte de meurtre prémédité impliquant une bombe placée à bord. Au fil de l'enquête, le FBI traça les profils des victimes, interrogeant des centaines de proches, amis et collègues dans l'espoir de découvrir un mobile pour cet homicide. Ils examinèrent également les effets personnels des passagers. Parmi eux, une femme, Daisy E. King, attira leur attention. En regroupant des lettres personnelles, des coupures de journaux, une liste d'adresses et 2 clés de coffre-fort, les enquêteurs reconstruisirent les détails de sa vie et de sa famille. Les enquêteurs réussirent à reconstituer une image détaillée de la vie et de la famille de Marguerite Renault, l'une des passagères du vol. Parmi les coupures de presse retrouvées dans ses effets personnels, l'une révéla que son fils, Jean-Baptiste Renault, était recherché pour des accusations de faux datant de 1951. À première vue, ce crime financier semblait anodin, mais il prit une toute autre ampleur lorsque les agents poursuivirent leurs analyses. Un effort considérable fut consacré à identifier les victimes ayant souscrit des polices d'assurance vie importantes avant le vol fatidique. C'est ainsi que les enquêteurs découvrirent que Marguerite Renault détenait pas moins de 3 polices d'assurance vie de grande valeur à son nom, un fait qu'ils trouvèrent très suspect, surtout en comparaison avec les autres passagers, qui en avaient généralement une seule, voire 2 au maximum. Lorsque ces preuves accablantes furent présentées à un juge fédéral, un mandat de perquisition fut rapidement délivré pour autoriser une fouille au domicile de Jean-Baptiste Renault. Pendant la perquisition, la police découvrit des documents relatifs à une police d'assurance voyage de 40 000 $, contractée par Jean-Baptiste sur la vie de sa mère quelques mois avant sa mort. Les enquêteurs apprirent également que Jean-Baptiste avait récemment engagé un avocat pour modifier la police d'assurance vie de sa mère, se désignant lui-même comme bénéficiaire principal de la majorité des biens de Marguerite. Les entretiens menés auprès des proches et amis révélèrent que Jean-Baptiste entretenait une relation extrêmement tendue avec sa mère. Pendant son adolescence, il se retrouva souvent sans domicile après des disputes violentes. Plus tard, Jean-Baptiste et sa mère tentèrent de se réconcilier et de travailler ensemble dans la gestion d'un restaurant à service au volant, mais cette entreprise faillit échouer à cause de leurs conflits explosifs. Un ancien ami de Marguerite rapporta que Jean-Baptiste avait provoqué une petite explosion dans le restaurant après une altercation et qu'il avait souvent été surpris en train de voler dans la caisse. En approfondissant l'historique de Jean-Baptiste, les agents du service de police de Montréal, SPVM, découvrirent des détails troublants. Un de ses anciens collègues mentionna qu'il avait travaillé dans la démolition pour la Marine nationale et qu'il avait acheté un camion flambant neuf, souscrit une assurance, puis détruit le véhicule dans des circonstances suspectes peu après. Les agents retrouvèrent également des informations sur ses activités de faussaire. Lorsqu'il travaillait comme commis à la paie dans une usine de Montréal, il avait volé des chèques vierges, falsifié la signature du propriétaire de l'entreprise et encaissé environ 4 200 $ en liquide. Bien que Jean-Baptiste ait été reconnu coupable de faux en novembre 1951,
Il avait évité la prison et reçu une peine avec sursis de 5 ans de probation. Cependant, le remboursement financier l'avait ruiné, ce qui avait probablement contribué à faire de lui un homme désespéré. La première entrevue entre les agents et Jean-Baptiste eut lieu 1 semaine après l'explosion. Les enquêteurs s'intéressèrent particulièrement à la petite explosion survenue dans le restaurant de sa mère. Jean-Baptiste déclara que l'explosion avait été causée par un tuyau de gaz débranché, expliquant que le gaz avait rempli la pièce jusqu'à atteindre une veilleuse sur un chauffe-eau, déclenchant l'explosion. Il nia catégoriquement toute implication dans cet incident. Comme l'entrevue était volontaire, les agents durent explorer une autre ligne d'interrogation pour ne pas le mettre en colère. Les questions se tournèrent alors vers le contenu des bagages de sa mère. Jean-Baptiste affirma ne pas savoir ce qu'elle avait emporté, mais il suggéra qu'elle pourrait avoir transporté une grande quantité de cartouches de fusils de chasse et de munitions de carabine, car elle prévoyait de chasser le caribou en Alaska. Le fait que Jean-Baptiste semblait au courant qu'une explosion s'était produite et qu'il avait une idée précise de ses causes parut immédiatement suspect aux enquêteurs. Lorsque la femme de Jean-Baptiste, Clémence Renaud, fut interrogée, les preuves contre lui devinrent encore plus accablantes. Clémence, mère de leurs 2 enfants, confirma que Marguerite vivait avec eux avant sa mort. Elle mentionna également qu'en ce jour fatidique, Jean-Baptiste avait offert à sa mère un cadeau emballé qu'il décrivit comme une boîte d'outils pour créer des objets artisanaux à partir de coquillages. Clémence se souvenait que l'emballage, de la taille d'une grande boîte à chaussures, était recouvert de papier décoratif. Jean-Baptiste insista pour que ce cadeau soit placé dans la valise de Marguerite comme une surprise. Clémence ajouta que, juste après avoir déposé sa mère à l'aéroport, Jean-Baptiste était apparu pâle et nauséeux. Lorsqu'elle lui demanda si tout allait bien, il répondit qu'il avait simplement mangé quelque chose de mauvais. Après avoir appris la mort de sa mère, Jean-Baptiste sembla étrangement agité, ne mangeant presque rien et passant son temps à marcher nerveusement à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Les témoignages de la demi-sœur de Jean-Baptiste révélèrent d'autres éléments inquiétants. Elle déclara aux enquêteurs qu'il avait un humour morbide et qu'elle l'avait vu frapper sa femme à plusieurs reprises. Bien qu'elle n'en ait jamais eu de preuves tangibles, elle savait que Jean-Baptiste se vantait d'avoir des compétences en fabrication d'explosifs. Les preuves s'accumulaient contre Jean-Baptiste et il fut convoqué pour un nouvel interrogatoire. Les enquêteurs lui montrèrent des fragments des bagages de Marguerite, mais il maintint son innocence. Cependant, lorsqu'ils lui présentèrent une copie de la police d'assurance qu'il avait souscrite en faveur de sa mère, il n'eut d'autre choix que d'admettre qu'il en était le seul bénéficiaire. Pendant la perquisition de son domicile, les enquêteurs trouvèrent des fils de cuivre avec une isolation jaune, identiques à ceux utilisés dans les détonateurs. Face à ces preuves accablantes, Jean-Baptiste finit par avouer. Il décrivit en détail comment il avait fabriqué une bombe avec 25 bâtons de dynamite, un minuteur, 2 amorces électriques et une batterie 6 volts, afin d'assurer la mort de sa mère. Après avoir appris la mort de sa mère, Jean-Baptiste Renaud sembla avoir un comportement inhabituel. Il ne montrait aucun signe visible de deuil, semblait troublé par autre chose, mangeait à peine, dormait peu et passait son temps à faire les 100 pas dans la maison et aux alentours. Sa demi-sœur avait également beaucoup à dire sur lui. Elle rapporta aux enquêteurs qu'il avait un humour morbide et déformé. Elle affirma également avoir été témoin de violences conjugales où Jean-Baptiste avait frappé sa femme. Enfin, bien qu'elle n'en ait jamais vu de preuves directes, elle déclara que son demi-frère se vantait fréquemment de ses compétences en fabrication d'explosifs. Le 12 novembre 1955, le service de police de Montréal, ou le FBI, si on situe l'histoire en France, invita Jean-Baptiste et son épouse, Clémence Renaud, dans leur bureau, sous prétexte de nécessiter leur assistance. Le lendemain, le couple se rendit volontairement au bureau de la police à Montréal, ou Paris, où des fragments des bagages de Marguerite leur furent montrés. Le couple coopéra pleinement et les agents les traitèrent avec amabilité. Cependant, à la fin de l'entretien, les agents informèrent Jean-Baptiste qu'ils souhaitaient approfondir certains aspects de l'affaire. L'un des points qui intriguait particulièrement les enquêteurs était la suggestion de Jean-Baptiste selon laquelle une boîte de munitions aurait pu causer l'explosion.
Les agents posèrent également des questions sur le cadeau qu'il avait offert à sa mère le jour du crash. Jean-Baptiste, contredisant les déclarations de sa femme, nia avoir donné à sa mère une boîte d'outils pour bricoler. D'abord, il se montra indigné face aux insinuations des enquêteurs, mais perdit son calme lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'il avait fait avec sa mère avant de la déposer à l'aéroport. Lorsque les enquêteurs produisirent une copie de la police d'assurance voyage que Marguerite avait souscrite avant son vol, Jean-Baptiste n'eut d'autre choix que d'admettre qu'il s'était désigné comme seul bénéficiaire. Peu après cet entretien, il fut informé qu'il devenait officiellement un suspect dans l'affaire. Il refusa de se soumettre à un test polygraphique, mais consentit à ce que la police fouille son domicile, ses véhicules et ses biens. Pendant la perquisition de son domicile, les enquêteurs mirent la main sur un rouleau de fil de cuivre avec une isolation jaune, retrouvé dans la poche d'une chemise de travail. Les experts confirmèrent que ce type de fil était utilisé pour des amorceurs électriques. Confronté à ces preuves, Jean-Baptiste céda sous la pression et avoua avoir planifié l'attentat, entraînant la mort de 43 personnes, dans le but de s'assurer la mort de sa mère. Jean-Baptiste décrivit en détail la composition de la bombe. Un engin explosif à retardement, constitué de 25 bâtons de dynamite, 2 amorceurs électriques, un minuteur et une batterie 6 volts. Malgré son aveu, lors de sa première audience au tribunal, le 9 décembre 1955, Jean-Baptiste plaida non coupable pour cause d'aliénation mentale. Il déclara qu'il avait perdu la raison avant, pendant et après le crime présumé. Les juges ordonnèrent qu'il soit examiné par des psychiatres à l'hôpital psychiatrique provincial. Pendant ces examens, Jean-Baptiste prétendit avoir inventé sa confession. Selon lui, il s'était inspiré d'une photographie accrochée dans le bureau d'un enquêteur. L'image montrait la capture de saboteurs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient enterré une cache de dynamite sur une plage. Jean-Baptiste affirma que cette image avait influencé son esprit troublé et l'avait poussé à imaginer l'histoire d'un attentat. Malgré ses affirmations d'être mentalement instable, 4 psychiatres conclurent qu'il était juridiquement sain d'esprit. Jean-Baptiste fut renvoyé à la prison municipale, où il resta près de 2 mois. Il s'y comporta en prisonnier modèle, passant son temps à lire ou à discuter calmement avec les gardiens. Cependant, le 10 février 1956, vers 17h30, un garde entendit un bruit étrange venant de la cellule de Jean-Baptiste. En inspectant, il trouva que Jean-Baptiste avait tenté de se pendre avec une paire de chaussettes. Le garde intervint rapidement, sauvant la vie du prisonnier, qui fut immédiatement transporté à l'hôpital de la prison. Une fois conscient, Jean-Baptiste fut placé dans une camisole de force et transféré à l'aile psychiatrique de l'hôpital général de Montréal, ou de Paris, où il fut attaché à un lit sous surveillance constante de 4 gardiens. Au fil des jours, Jean-Baptiste surprit les psychiatres en parlant librement et de manière honnête de son implication dans l'attentat. Il avoua que tout le complot avait pour unique but de tuer sa mère et qu'il n'éprouvait aucun remords pour les 43 autres victimes. Il déclara froidement « Je savais qu'il y avait environ 50 ou 60 personnes à bord de ce genre d'avion, mais le nombre de morts n'avait aucune importance pour moi. Cela aurait pu être 1000. Quand leur heure est venue, ils ne peuvent rien y faire. » Après cet aveu glaçant, Jean-Baptiste abandonna sa défense pour aliénation mentale le 24 février 1956. Le 24 février 1956, Jean-Baptiste Renaud abandonna finalement sa défense pour aliénation mentale. Il fut renvoyé à la prison de Montréal ou de Paris en attendant son procès. Le 16 avril 1956, son procès établit un record en matière de sélection de jurés. Au total, 231 personnes furent convoquées, et le jury final représentait un véritable échantillon de la société française ou québécoise. Il comprenait 2 femmes au foyer, dont l'une ancienne reine de beauté, 2 dactylos, un producteur de cinéma, un ingénieur, un chauffeur de camion, une vendeuse, un technicien téléphonique, un lithographe, une comptable et un commercial. Dès le premier jour et presque tout au long du procès, des centaines de personnes attendaient des heures dans les couloirs à l'extérieur de la salle d'audience, espérant avoir une place. Certaines avaient même apporté leur déjeuner, de peur de perdre leur siège en quittant la file d'attente. Un garde de l'entrée réserva cependant une place à une femme qui arrivait chaque matin à 9 heures précises.
Cette femme, encore jeune et d'une grande élégance, était l'épouse du pilote du vol tragique. Elle s'assit à seulement quelques mètres de Jean-Baptiste, tout au long du procès. L'accusé resta étonnamment calme pendant les audiences. Bien qu'il ait perdu du poids depuis son arrestation, il paraissait encore en bonne santé. Il s'affaissait sur sa chaise, mâchait du chewing-gum et plaisantait parfois avec son équipe d'avocats. Pendant ce temps, le procureur le décrivait comme un véritable monstre, un homme ayant délibérément et froidement pris la vie de près de 50 personnes, dont sa propre mère. Enfin, le 5 mai 1956, après seulement 1 heure de délibération, le jury déclara Jean-Baptiste Renaud coupable de meurtre au premier degré. Il recommanda qu'il soit condamné à mort. Le juge prononça la sentence. Jean-Baptiste serait exécuté à la fin du mois d'août de la même année. Après un court séjour à la prison provinciale, Jean-Baptiste fut exécuté dans une chambre à gaz le vendredi 11 janvier 1957, à 20 heures précises. L'attentat contre le vol 629 reste sans doute l'un des actes de meurtre de masse les plus atroces de l'histoire du pays. Ce n'est pas tant le bilan humain, aussi tragique soit-il, qui le rend si infâme, mais le fait qu'un homme ait voulu tuer sa propre mère au point de sacrifier 43 innocents pour couvrir son crime. Tout au long de leur histoire riche et mouvementée, le FBI a examiné de nombreux crimes effrayants et troublants. Mais au milieu des années 1970, il fut chargé d'enquêter sur une série d'incidents violents qui avaient captivé l'attention du public américain. Cette affaire mêlait lavage de cerveau présumé, politique militante et innocence perdue. Elle soulevait des questions encore non résolues, même des décennies plus tard. Voici l'histoire de Patricia Faure. Patricia Faure, appelée familièrement Patty, est née à Paris le 20 février 1954. Elle était la petite-fille de Guillaume Faure, un magnate des médias milliardaire et figure influente de l'après-guerre en France. À sa mort en 1951, les actifs de Guillaume étaient estimés à l'équivalent moderne de 330 milliards d'euros, faisant de sa famille l'une des plus riches au monde. Cette immense richesse leur avait apporté renommée et pouvoir, mais aussi attiré l'attention des envieux et des mal intentionnés. Au milieu des années 1970, les Faure étaient un nom connu dans tout l'Hexagone, associé au luxe, à l'excès et aux privilèges liés à la vieille fortune. Mais leur richesse les exposait également à des menaces. Le 4 février 1974, Patricia, âgée de 19 ans, était une étudiante en 2e année de lettres vivant avec son fiancé dans un appartement situé dans un quartier bohème de Bordeaux, rue des Lilas. Patricia, malgré son héritage prestigieux, préférait garder un profil bas, ne se vantant jamais de son statut auprès de ses camarades de classe. Pourtant, certains voisins avaient fini par découvrir son identité. La rumeur qu'un membre de la prestigieuse famille Faure vivait dans un quartier aussi décontracté que celui-ci ne tarda pas à se répandre. Certains y voyaient une curiosité, d'autres une anecdote sans importance. Mais pour un petit groupe d'individus mal intentionnés, cette information devint le point de départ d'un sinistre plan. Dans la soirée du 4 février, vers 21 heures, un groupe d'individus armés a fait irruption dans l'appartement de Patricia. Ces hommes ont violemment agressé son fiancé, l'étranglant presque jusqu'à l'inconscience, avant de ligoter Patricia et de l'enfermer dans le coffre de leur véhicule. Les ravisseurs ont ensuite quitté les lieux, emmenant Patricia avec eux. Lorsqu'elle reprit connaissance, Patricia se trouvait toujours enfermée dans le coffre. On lui annonça qu'elle serait abattue si elle tentait de crier ou de s'échapper. Les ravisseurs la bâillonnèrent, lui bandèrent les yeux et la transportèrent dans une cellule de fortune, située dans un endroit isolé à l'abri des regards indiscrets. Après une courte période de captivité, les kidnappeurs expliquèrent à Patricia qu'elle était désormais une otage et que leurs demandes de rançon seraient bientôt communiquées à sa famille. Contrairement à d'autres organisations criminelles où les membres masquent leur identité, les ravisseurs de Patricia étaient fiers d'annoncer leur appartenance à l'Armée de libération symbionnaise, ALS. Il est probable que Patricia avait déjà entendu parler de ce groupe, se présentant comme une organisation révolutionnaire, et au minimum elle connaissait leur implication dans des meurtres sanglants survenus quelques mois avant son enlèvement. En effet,
L'ALS avait revendiqué l'assassinat d'un responsable des écoles publiques à Bordeaux. L'homme avait été abattu en pleine rue avec des balles empoisonnées au cyanure. Selon les membres de l'ALS, ce meurtre faisait partie d'une campagne visant à promouvoir des idéaux féministes, antiracistes et anticapitalistes. L'enlèvement de Patricia, quant à lui, avait pour objectif de faire pression sur sa famille, afin qu'elle mobilise ses relations politiques pour obtenir la libération de plusieurs membres de l'ALS arrêtés pour cet assassinat. Cependant, lorsque l'État français fit savoir qu'il était hors de question de libérer ses suspects, l'ALS changea de stratégie. Leur nouvelle exigence était que la famille Faure consacre une somme astronomique de 400 millions d'euros à la lutte contre la pauvreté alimentaire en France. En réponse, la famille Faure créa un fonds de 2 millions d'euros destiné à nourrir les familles défavorisées de la région bordelaise pendant une année. Mais malgré ces efforts, l'ALS refusa de libérer Patricia, arguant que cette somme était insignifiante par rapport à leurs demandes initiales. La captivité de Patricia prit alors une tournure bien plus sombre. L'ALS entama un processus méthodique de lavage de cerveau, visant à briser son esprit et à en faire une alliée. Patricia raconta plus tard que durant la première semaine de sa détention, elle fut ligotée et gardée les yeux bandés dans un placard sombre et exigu. Elle fut presque constamment insultée, battue et humiliée. Ses ravisseurs allèrent même jusqu'à simuler son exécution pour renforcer leur emprise psychologique sur elle. Une fois son esprit suffisamment brisé, l'ALS commença à l'intégrer à ses discussions politiques. Si Patricia montrait de l'intérêt et participait activement à leurs réunions, elle recevait plus de nourriture que d'habitude. Cette récompense l'encouragea à s'intéresser aux idéaux des discussions qu'elle entendait. Elle reçut également des brochures et le manifeste de l'ALS, ainsi qu'une petite lampe de lecture pour approfondir son soi-disant « éveil politique » dans sa cellule. Après des mois de ce traitement, Patricia prétendit que les dirigeants de l'ALS lui avaient présenté un ultimatum. Ils lui annoncèrent que toutes les négociations pour sa libération avaient échoué et qu'elle n'avait plus aucune utilité pour leur organisation. Selon Donald De Vries, le chef de l'ALS, cela ne leur laissait qu'une seule option, l'exécuter. Cependant, Patricia pouvait encore sauver sa vie en rejoignant leur rang et en leur prêtant serment de fidélité éternelle. Effrayée et désespérée, Patricia déclara plus tard « À ce moment-là, j'ai simplement adapté mes pensées pour qu'elles correspondent aux leurs. » Après avoir prêté serment, son bandeau fut enfin retiré. Elle vit pour la première fois les visages de ceux qui l'avaient torturée, mais qui désormais l'accueillaient comme un membre de leur famille. Le lavage de cerveau de Patricia était complet. À partir de ce moment, Patricia fut traitée comme un membre à part entière du groupe. Bien qu'elle ait plus tard affirmé qu'elle jouait ce rôle uniquement pour survivre, elle semblait adopter l'attitude d'une jeune révolutionnaire enthousiaste. Elle participa à des séances d'éducation politique, apprit à manier différentes armes à feu, et, selon certains anciens membres de l'ALS, prit part à plusieurs des événements de liberté sexuelle organisés par le groupe. Patricia accepta également d'enregistrer un message audio destiné à être diffusé publiquement. Dans cet enregistrement, elle annonçait avoir changé de nom pour Tania et se déclarait désormais une guerriera urbaine à plein temps. Lorsque cet enregistrement fut diffusé, il provoqua une vague d'intérêt médiatique intense, tant à l'échelle locale que nationale. Peu après, le FBI entra officiellement dans l'enquête. Le 15 avril 1974, un peu plus de 2 mois après sa disparition, une succursale de la banque Hibernia à Paris fut la cible d'un braquage orchestré par l'ALS. À la stupéfaction générale, les caméras de surveillance capturèrent des images de Patricia, pâle et amaigrie, tenant un fusil d'assaut. Selon un témoin, elle entra dans la banque en criant « Je suis Tania, contre le mur, maintenant !» Le braquage prit une tournure tragique lorsqu'une pluie de balles accueillit 2 clients qui entrèrent dans la banque sans se rendre compte de ce qui se passait à l'intérieur. Cet échange de tirs précipita la fin du braquage, les membres de l'ALS se ruant vers leur véhicule pour prendre la fuite. Un détail curieux retint l'attention des enquêteurs. Les images des caméras montraient à Patricia hésitant à monter dans le véhicule.
À un moment, il semblait que d'autres membres du groupe pointaient leurs armes dans sa direction, peut-être pour la forcer à monter. Certains affirmèrent que Patricia envisageait de s'échapper à cet instant, tandis que d'autres pensaient que les armes étaient dirigées vers l'extérieur, en cas de besoin de couvrir leur retraite. Quoi qu'il en soit, cet incident transforma l'image publique de Patricia. D'otage, elle passa au statut de criminelle recherchée. Un juge émit rapidement un mandat d'arrêt contre elle. Un mois plus tard, le gérant d'un magasin d'articles de sport à Lyon surprit un vol à l'étalage dans son établissement. Lorsqu'il tenta d'interpeller le voleur qui rejoignait un van, Patricia surgit, lourdement armée, et tira en l'air avec un fusil de gros calibre. Le gérant se mit à l'abri tandis que le voleur se précipitait dans le véhicule. Patricia et son complice volèrent ensuite 2 voitures, prenant leur conducteur en otage dans l'espoir d'utiliser ces derniers comme levier pour négocier leur liberté. Mais cela ne servit à rien. Quelques heures plus tard, la police encerclait le quartier général de l'ALS à Marseille. Lors de l'assaut, 6 membres de l'ALS furent abattus par les forces de l'ordre, tandis que leur chef se suicida plutôt que d'être capturé. La mort de ses camarades sembla radicaliser davantage Patricia. Par la suite, elle se consacra à la fabrication de bombes artisanales, dont 2 furent utilisées dans des tentatives infructueuses d'assassiner des policiers en août 1975. Mais cette activité fut sa perte. Des preuves retrouvées sur les dispositifs explosifs conduisirent à son arrestation dans un appartement parisien le 18 septembre 1975. Lors de son incarcération, Patricia déclara être une « guérillera urbaine » et demanda à son avocat de transmettre un message au public. « Dites à tout le monde que je souris. Je me sens libre et forte. J'envoie mon amour et mes salutations à toutes les sœurs et tous les frères. » Lors de son arrestation, Patricia était méconnaissable. Elle pesait à peine 40 kilos et un psychologue nota des signes de graves troubles mentaux, la décrivant comme une « zombie à faible quotient intellectuel ». Patricia semblait incapable de se souvenir de larges portions de sa vie avant de rejoindre l'ALS et déclara être hantée par des cauchemars reflétant son temps en captivité. Lors de son procès pour le braquage de la banque Hibernia, le juge rejeta catégoriquement les affirmations selon lesquelles Patricia aurait été victime d'un lavage de cerveau. Il décréta que ces déclarations écrites et enregistrées avaient été faites de manière totalement volontaire et qu'elle ne souffrait d'aucune maladie mentale reconnue, ce qui la rendait apte à être jugée. Le juge prêta une attention particulière à un enregistrement réalisé en prison lors d'une visite d'une amie. Dans cet enregistrement, Patricia déclarait que ses convictions radicales restaient inchangées, malgré la perspective d'une longue peine de prison. Un psychologue décrivit Patricia comme une rebelle en quête d'une cause, affirmant que sa participation au braquage avait été un acte de libre arbitre. Un autre spécialiste fut interrogé pour savoir si Patricia avait agi par peur de mort ou de blessures graves lors du braquage, à quoi il répondit catégoriquement « non ». La défense de Patricia reposait sur le fait qu'elle souffrait du célèbre syndrome de Stockholm. Ses avocats argumentèrent que ses ravisseurs l'avaient obligée à se montrer enthousiaste pendant le braquage, en la menaçant de mort en cas de faux pas. Concernant l'incident dans le magasin d'articles de sport, Patricia déclara « Je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste agi. Si je ne l'avais pas fait, et s'il n'avait pas pu s'enfuir, il m'aurait tué. » Quant à ses déclarations publiques, Patricia affirma qu'elles avaient été écrites sous la contrainte de l'ALS et qu'elle avait été frappée au visage par l'un de ses ravisseurs pour avoir refusé d'adopter un ton plus militant. Elle affirma également avoir été violée à plusieurs reprises pour de simples infractions aux règles imposées par le groupe. Lorsque ces accusations atteignirent les membres survivants de l'ALS, ils furent outrés. Ils affirmèrent que Patricia avait entretenu une relation romantique avec l'un des hommes qu'elle accusait. Il fut même avancé que cet homme lui avait offert un petit talisman en pierre qu'elle aurait conservé avec elle en prison. Ce talisman fut présenté au jury comme une preuve accablante contre Patricia, renforçant l'idée qu'elle n'était pas simplement une victime. Malgré les appels à la clémence, Patricia fut reconnue coupable du braquage de la banque le 20 mars 1976 et condamnée à 35 ans de prison, la peine maximale. Cependant, cette sentence fut réduite à 7 ans après qu'un autre juge l'eût jugée excessivement sévère. Peu après son arrivée en prison,
Patricia dut subir une opération chirurgicale d'urgence à cause d'un poumon perforé. Étrangement, cette même condition l'empêcha d'assister au procès de 2 anciens camarades de la LS. Plus tard, lorsqu'elle accepta finalement de témoigner, aucune mesure de sécurité particulière ne fut prise pour protéger Patricia, jusqu'au jour où elle trouva un rat mort dans son lit. Un sinistre avertissement avant une audience. Des années plus tard, la défense de Patricia basée sur le lavage de cerveau fut remise en question après l'assassinat du représentant Leo Ryan au Guyana, alors qu'il enquêtait sur la secte de Jonestown. Par coïncidence, Leo Ryan avait recueilli des signatures pour demander la libération de Patricia peu avant sa mort. L'affaire attira l'attention de John Wayne, célèbre acteur américain, qui souligna une contradiction. Comment peut-on croire que Jim Jones a lavé le cerveau de 900 personnes, les poussant au suicide, mais refuser de croire que la LS a pu manipuler une jeune femme impressionnable? Ce plaidoyer ému toucha de nombreux sceptiques et incita le président Jimmy Carter à accorder à Patricia une libération anticipée, 8 mois avant sa première audience de libération conditionnelle. En 1993, Patricia récupéra tous ses droits civiques lorsque le président Bill Clinton lui accorda une grâce présidentielle. La vérité sur l'enlèvement de Patricia Ford reste difficile à établir. Avait-elle réellement adopté les idéaux de la LS ou agissait-elle uniquement pour survivre? Si elle avait effectivement été victime d'un lavage de cerveau, les implications sont terrifiantes. Malgré ses origines privilégiées, Patricia n'était qu'une jeune femme ordinaire. Mais une fois captive d'un groupe de radicaux dérangés, il ne fallut que quelques jours de torture et de privation pour effacer cette jeune fille ordinaire.